Bienvenue sur la voie poétique. Je voudrais commencer cet épisode par une image qui n'appartient pas à la littérature, ou plutôt qui la précède. Je vais vous parler d'un enfant de 14 ans, vivant dans les Ardennes, et qui décide un soir de mourir. Pas par désespoir, pas non plus par curiosité, mais il veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Il veut traverser la paroi que nous longeons tous sans jamais réellement la toucher et revenir, si le retour est possible. Avec quelque chose dans les mains, une certitude, une image, n'importe quoi qui soit vrai. L'enfant dont je vous parle, c'est René Daumal. Et il ne mourra pas ce soir-là. Il mourut bien plus tard, à 36 ans, au milieu d'une phrase, le manuscrit ouvert devant lui. Mais ce soir-là, dans la chambre où il s'asphyxie au tétrachlorure de carbone, jusqu'au bord du néant, quelque chose lui arrive que toute sa vie d'écrivain, de poète et de chercheur tentera au fond de nommer sans jamais y parvenir tout à fait. Et c'est peut-être pour cela qu'il est véritablement fascinant, René Daumal. Parce qu'il a cherché, durant toute sa vie, à dire l'indicible, avec une honnêteté si radicale qu'elle finit par ressembler à de la témérité. Je suis heureux de vous accueillir, ici, sur la voie poétique. René Daumal naît le 16 mars 1908 à Boulzicourt, dans les Ardennes. C'est une terre froide, boisée, que la guerre avait traversée quelques années plus tôt et qui portait encore dans ses paysages quelque chose de la mémoire des tranchées. Il grandit à Reims, ville de cathédrale, de calcaire blanc, de lumière filtrée par les vitraux et de plaines qui s'étendent à perte de vue sous un ciel souvent bas. Une ville qui pense en pierre. Ce qu'on sait de son enfance, c'est qu'il lisait absolument tout, qu'il apprenait avec cette voracité particulière des enfants qui ne font pas de différence entre les livres et le monde, qui lisent comme on respire, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et que très tôt, au cœur de cette lecture insatiable, quelque chose l'inquiétait, quelque chose que les livres lui donnaient sans jamais lui donner entièrement. La question de savoir ce qu'il y a derrière les mots, derrière les apparences, derrière cette surface lisse et rassurante que le langage pose sur les choses, pour qu'on puisse les désigner sans trembler. Et cette question, elle ne l'a jamais lâchée. Elle a simplement changé de forme. À l'adolescence, avec quelques amis qui partageaient la même fièvre que lui, Roger Gilbert Lecomte, surtout et essentiellement, qui est une figure incandescente et destructrice, poète de la nuit et du gouffre, il commence ce que lui-même appellera les expériences de la base. Tétrachlorure de carbone, asphyxie contrôlée, hyperventilation poussée au-delà du raisonnable. Pas par nihilisme, pas non plus par goût du danger au sens romantique et peut-être creux également du terme, mais bel et bien par méthode, par une volonté obstinée de vérifier vraiment dans sa propre chair, dans sa propre conscience, si quelque chose subsiste quand tout le reste s'efface. Ce qu'il rapportera de ces expériences est précis et sobre à la fois, à rebours de ce qu'on attendait d'un adolescent mystique. Il n'a pas vu de lumière blanche, ni même entendu de musique des sphères.
il a touché, dit-il, un état de conscience pur. Une conscience où il n'y avait plus d'objet, sans contenu, sans moi qui la porte. Et il en est revenu avec une certitude simple, peut-être même presque banale dans sa formulation, mais totalement vertigineuse dans ses implications. Il y a quelque chose. Pas un Dieu, pas non plus un paradis, et pas une doctrine, mais quelque chose. Et ce quelque chose ne peut pas être dit avec les mots qu'on utilise pour décrire les choses ordinaires. C'est à partir de cette certitude-là que toute son œuvre sera construite. En 1928, avec Gilbert Lecomte, Joseph Simas, Roger Vaillant et quelques autres, D'Aumale fonde une revue. Elle s'appelle Le Grand Jeu. Le titre est un défi, ou une provocation peut-être, au sens noble du terme. Quelque chose qui appelle une réponse. Le grand jeu, eh bien, c'est la vie elle-même, la seule partie qui compte vraiment, celle où l'enjeu est absolu et où on ne peut pas tricher. Face à cela, la littérature, qui se contente d'être belle, d'être habile, d'impressionner ses lecteurs, sans les changer. Cette littérature-là ne les intéresse pas. Eux, ils veulent autre chose. Ils veulent une poésie qui soit un acte de connaissance, une pratique de l'éveil, quelque chose qui fasse à l'intérieur du lecteur ce que les expériences aux tétrachlorures avaient fait à l'intérieur de D'Aumale alors qu'il était adolescent. Ébranler les fondations, déplacer le sol sous les pieds, forcer la conscience à aller là où elle ne va pas ordinairement. André Breton les regardait avec intérêt et avec méfiance aussi. Il aurait bien aimé les intégrer au surréalisme, récupérer cette énergie radicale dans l'orbite de son propre mouvement. Mais D'Aumale refusa. Poliment, fermement et définitivement. Le surréalisme explorait l'inconscient comme un territoire poétique, comme source d'images et de liberté formelle. C'est déjà beaucoup. Mais pour D'Aumale, c'était encore bien trop confortable. L'inconscient n'était pas le fond des choses. Ce n'était qu'un étage de plus dans le même immeuble. Lui, il voulait sortir de l'immeuble. Vous savez, cette indépendance coûte. Elle coûte même cher. Le grand jeu ne durera que 3 numéros, entre 1928 et 1932. Mais ces 3 numéros suffisent à poser une question que la littérature française de l'époque n'avait absolument pas posée avec cette clarté-là. Est-ce que la poésie peut être une voie de connaissance réelle? Pas métaphoriquement, pas dans un certain sens, mais vraiment comme la science est une voie de connaissance réelle, comme la méditation est une voie de connaissance réelle. D'Aumale répondrait oui. Et il passerait le reste de sa courte vie à tenter de le démontrer par les faits. Il y a, vous savez, dans la décision de D'Aumale d'apprendre le sanskrit, quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête assez longuement dans cet épisode qui lui est consacré. Parce que ce n'est pas le geste d'un érudit en quête d'exotisme, ni celui d'un orientaliste qui collectionne les traditions comme d'autres collectionneraient les timbres. Non. Le sanskrit pour D'Aumale, c'est l'hypothèse d'une langue qui n'a pas encore oublié.
une langue dans laquelle le mot et la chose qu'il nomme entretiennent encore une relation qui n'est pas purement conventionnelle, arbitraire ou encore sociale, mais qui garde quelque chose de la nature profonde de ce qu'elle désigne. En linguistique contemporaine, c'est une idée qu'on regarderait avec un grand scepticisme. Chez de Malle, c'est une conviction vécue, pratiquée, et qui oriente tout son travail de traducteur. Il traduit Le Petit Chariot d'Argile, qui est une comédie sanskrite du 5e siècle. Il traduit également des hymnes védiques, des textes de Kalidasa. Et dans ce travail de traduction, qui est aussi un travail de méditation sur le langage, il va affiner quelque chose de capital, la compréhension que les mots ne sont pas neutres, et qu'ils portent dans leur étymologie, dans leur structure, dans la façon même dont ils s'assemblent, une vision du monde. Et que choisir ces mots avec précision, c'est déjà un geste philosophique en soi, une façon de se positionner par rapport au réel avant même d'avoir dit quoi que ce soit de substantiel. Ce rapport au langage traverse toute sa poésie. Le Contre-ciel, son seul recueil publié de son vivant en 1936, est un livre plutôt difficile. Il est dense, il est même parfois, je dirais, hermétique, au sens où l'herméticisme s'entend. Il se ferme à qui ne s'y engage pas vraiment, et il s'ouvre lentement à qui accepte de ne pas comprendre tout de suite. Les images y sont violentes parfois, et tendres d'autres fois, et toujours précises d'une façon qui n'est pas celle de la précision descriptive, mais bel et bien de la précision juste, un peu comme une aiguille qui touche un point exact. Le contre-ciel, l'anti-ciel, le ciel à l'envers, le miroir du ciel, ce titre dit quelque chose d'essentiel sur sa poétique. Il ne cherche pas à monter vers le ciel, à l'atteindre ou à le posséder. Il cherche le ciel qui est ici, celui qui se trouve dans la direction opposée à celle où on le cherche ordinairement. Non pas en haut, mais bel et bien en bas, dans la matière, dans le corps, dans l'expérience la plus immédiate et la moins glorieuse de l'existence. C'est encore une fois le geste du très bas, mais avec une violence formelle que Bobin n'aurait pas voulu, et une radicalité dans les moyens que Bachot aurait reconnu paradoxalement sous l'angle de l'économie. Il y a un document que le groupe du Grand Jeu rédige collectivement pour se définir. Un texte court, dense, qui commence par affirmer ce qu'il cherche. Et que ce qu'il cherche n'est pas une nouvelle école littéraire, n'est pas non plus un mouvement de plus dans la longue série des avant-gardes, pas non plus une esthétique alternative. Il cherche, écrivent-ils, à employer tous les moyens possibles, la poésie, le rêve, l'ivresse, la méditation, la prière même, pour atteindre ce qu'ils appellent le fond des choses. Non pas le fond psychologique, non pas l'inconscient au sens freudien du terme, mais bel et bien quelque chose de plus abyssal, le fond de la réalité elle-même, ce qui est avant les représentations, avant le langage, avant la conscience individuelle telle que nous la connaissons ordinairement. C'est une ambition qui n'avait pas d'équivalent dans la littérature française de l'époque. Même le surréalisme, qui jouait sérieusement avec les rêves et l'automatisme, gardait toutefois une dimension ludique, une forme de grâce, un goût pour le scandale, qui était aussi un goût pour la visibilité.
Domal et ses amis ne voulaient pas être scandaleux. Ils voulaient juste être vrais. Ce qui est une prétention infiniment plus difficile à tenir. Gilbert Lecomte, dans ce groupe, eh bien, c'est le versant nocturne. L'homme de la nuit absolue, de la mort comme expérience à traverser, qui finira par mourir lui-même d'une overdose de tétanos en 1943. Épave lumineuse. Domal est le versant un peu plus structuré, plus rigoureux intellectuellement, celui qui cherche une méthode là où Gilbert Lecomte cherche simplement un gouffre. Ces deux tempéraments se complètent et se frottent. La revue en porte les traces. Certains textes, brûlants et déstructurés, d'autres sont d'une précision chirurgicale qui ne renonce pourtant à rien de l'intensité. La revue cesse donc, je vous le disais, en 1932. Non pas parce que l'énergie s'est épuisée, mais parce que les chemins commencent à diverger. Domal, lui, ne cesse pas de chercher. Il change simplement d'instrument. Il rencontre Vera Milanova dans ces années-là. Elle devient sa compagne, puis sa femme. Ce fut la présence centrale autour de laquelle il organise sa vie quand sa vie commence à se défaire. Parce que une chose s'invite, la tuberculose. Elle ne l'emportera pas d'un coup, elle prend son temps, comme la tuberculose sait le faire, avec une certaine forme de cruauté particulière d'une maladie qui vous laisse encore debout, encore capable d'écrire, encore capable de penser et d'aimer pendant des années, tout en vous défaisant lentement de l'intérieur. Domal sait à partir d'un certain moment qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et cette conscience-là, cette conscience du temps qui se raccourcit, de la phrase qui devra un jour s'arrêter, donne à ces dernières années une intensité particulière. C'est dans ce contexte qu'il rencontre le travail de Gurdjieff. Non pas directement, mais par l'intermédiaire d'Alexandre de Salzmann, dont la femme, Jeanne, sera l'une des plus proches élèves de Gurdjieff, et plus tard la gardienne principale de son enseignement après sa mort. Georges Ivanovitch Gurdjieff est une figure extraordinairement complexe. Et nous n'aurons pas le temps, ici, de rendre justice à la totalité de son enseignement. Ce qui importe pour comprendre ce que Domal en reçoit, c'est ceci. Gurdjieff enseignait que l'être humain, ordinaire, est endormi. Pas endormi de façon biologique, mais de manière consciente. Qu'il vit dans un état de semi-conscience automatique, réagissant aux événements extérieurs comme une machine réagit aux stimuli sans jamais vraiment choisir, sans jamais vraiment être présent à ce qui se passe. Et que le travail, le vrai travail, celui qu'il proposait à ses élèves, consistait à se réveiller, à développer une conscience réelle de soi-même, de ses mécanismes, de ses automatismes, et à travers cette conscience à toucher quelque chose de plus réel que l'existence ordinaire. Pour Domal, qui avait passé son adolescence à s'asphyxier pour toucher à un état de conscience différent, et sa jeunesse à chercher dans la poésie une voie vers ce même état, cette rencontre avait bien évidemment quelque chose d'une forme de confirmation. Non pas que le travail de Gurdjieff lui donnait des réponses qu'il ne possédait pas déjà, mais il lui donnait une méthode, un cadre, une façon de pratiquer ce qu'il cherchait, quotidiennement, dans les gestes les plus ordinaires, sans avoir besoin de tétrachlorure ni de verre hermétique pour y accéder. Son écriture, vous savez, à partir de là, va changer. Elle devient plus claire. Pas plus simple, pas plus appauvrie non plus, mais dépouillée différemment, comme si le langage
avait appris à ne plus chercher à impressionner et pouvait maintenant se consacrer entièrement à dire. Il y a quelque chose que Gurdjieff enseignait et que Domal a compris avec la profondeur de quelqu'un qui le vivait déjà dans sa pratique poétique, peut-être sans l'avoir encore nommé. L'idée que l'être humain ne possède pas une conscience unifiée et continue, mais que cette conscience se fragmente, se disperse, s'endort et se réveille à intervalles irréguliers, sans qu'on s'en aperçoive la plupart du temps. Nous croyons être conscients de nous-mêmes en permanence. Mais nous ne le sommes que par éclair. Cette idée-là, Domal la reconnaît. Il la reconnaît parce qu'elle ressemble à ce qu'il avait touché adolescent, cette conscience nue, sans moi, qui surgit quand on enlève tout le reste, et à ce qu'il cherchait dans la poésie des instants où le langage cesse d'être un voile et devient brièvement une fenêtre. Le travail que propose Gurdjieff, ce qu'il appelle le souvenir de soi, le self-remembering, cette pratique de revenir constamment à une conscience directe de sa propre présence dans l'instant, Domal l'appliquera à l'écriture. Non pas comme une technique littéraire, mais bel et bien comme hygiène de l'être. Écrire depuis un état de conscience plus éveillé, écrire en ayant quelque chose à dire que l'état ordinaire ne peut pas dire parce que l'état ordinaire est bien trop occupé à commenter, à comparer, à protéger sa propre image de lui-même. Ce que cela donne dans les textes, c'est cette qualité particulière que j'ai mentionnée à propos du contre-ciel. Cette impression que l'auteur, c'est quelque chose qu'il ne dit pas, mais qu'il dit quand même, par les interstices, dans les blancs, entre les mots. La présence d'une conscience plus large que celle de l'auteur ordinaire, qui s'adresse à quelque chose de plus large que le lecteur ordinaire, et qui crée, pour peu qu'on s'y expose vraiment, un effet de résonance comme si quelque chose en vous répondait à quelque chose en lui par-dessus les mots, en dessous d'eux. Le mot analogue, commençons par le titre, parce que le titre, au fond, est presque tout. Une montagne analogue. Une montagne qui est l'analogue, c'est-à-dire la correspondance, le reflet, le pont, entre le monde humain et quelque chose qui le dépasse. Une montagne dont le sommet touche au ciel et dont la base est sur la terre. Et donc la seule montagne qui permette, en principe, de passer de l'un à l'autre. La seule qui soit vraiment verticale dans un sens qui compte. Cette montagne existe. C'est le pari du livre. Elle est réelle, physiquement réelle, quelque part sur notre globe terrestre. Seulement, elle est invisible à l'œil ordinaire. Non pas parce qu'elle serait petite ou cachée, mais parce qu'elle est si grande que sa forme courbe avec la courbure de la Terre, et qu'on ne peut réellement l'apercevoir qu'en s'en approchant sous le bon angle, avec la bonne disposition intérieure. Le roman, si c'est véritablement un roman, et c'est une question, d'ailleurs, que le livre pose lui-même, suit une expédition. Un groupe de chercheurs, de poètes, de gens qui ont la conviction que cette montagne existe et qui décident de la chercher. Ils trouvent ses rivages, ils débarquent, ils rencontrent les habitants de cet endroit improbable et ils commencent leur ascension. Domal y glisse tout ce qui l'a occupé. Le Père Adam, ce cristal mystérieux, monnaie d'échange sur l'île, qu'on ne peut trouver que si on le cherche vraiment et qui devient transparent pour celui qui n'en a pas besoin. La règle d'or de la montagne qu'un vieux guide leur enseigne un soir autour d'un feu. On ne peut pas rester à la base du mont analogue, on ne peut s'y arrêter, il faut monter ou descendre. Ceux qui veulent rester meurent. Les chambres à coucher qui se vident à mesure qu'on monte, les alpinistes qui laissent derrière eux à chaque camp une partie de ce qu'ils avaient emporté parce que le poids, à cette altitude,
devient tout simplement insupportable. Et la montagne elle-même, qui n'est jamais tout à fait décrite, jamais tout à fait atteinte, parce que c'est sa nature même. C'est une métaphore absolue. C'est une métaphore hermétique, gnostique, bouddhiste à sa façon, où le chemin et la destination, où la vérité ne se possèdent pas, mais se marchent, et où l'initiation n'est pas un état qu'on atteint, mais une direction qu'on choisit de maintenir. Et Domal écrivait ce livre en mourant. La tuberculose progressait, les périodes d'écriture s'intercalaient avec les périodes de repos forcé, les cures en montagne, une ironie cruelle que sa maladie le condamne précisément à ces altitudes où il fait vivre ses personnages. Les séjours à Paris, les retours en Haute-Savoie, il écrivait quand il pouvait. Il corrigeait, il reprenait, il avançait. Le manuscrit du Mont Analogue s'arrête au chapitre 7, milieu du chapitre 7, en plein milieu d'une phrase. La phrase commence comme ceci. « Et Père Sogol me dit alors. » Et puis plus rien. On ne saura jamais ce que Père Sogol allait dire. On ne saura pas comment l'expédition finit, si elle finit même, s'il y a une fin prévue. Les notes de Domal indiquent qu'il avait des directions en tête, mais les notes elles-mêmes sont fragmentaires, elliptiques. Comme si même ses propres plans refusaient de se fermer complètement. Il est mort le 21 mai 1944 à Paris, d'une insuffisance pulmonaire liée à la tuberculose. Il avait alors 36 ans. Vous savez, je pense souvent à cette phrase inachevée. Et Père Sogol me dit alors. Et l'on reste là, avec ces deux points en suspens, et ce blanc qui suit, et qui n'est pas un blanc de page, mais quelque chose d'autre. La forme exacte sur le papier de ce que Domal a cherché toute sa vie à atteindre. Ce qui est derrière le langage, ce que le langage ne peut pas dire, ce pourquoi le langage manque toujours d'un mot de trop ou d'une syllabe de moins. Le livre s'arrête sur un deux points. C'est peut-être la ponctuation la plus honnête, après tout, qui soit pour qu'un homme puisse laisser quelque chose derrière lui. Parlons maintenant de ce que cette vie et cette œuvre portent au fond. Domal est à sa façon, et par un chemin entièrement différent des autres, une sorte de gnostique. Non pas au sens de l'appartenance à une école ou à une tradition. Il ne se désignera jamais ainsi. Et sa démarche est bien trop personnelle et trop instinctive pour entrer dans une simple case. Mais au sens de la conviction centrale que la gnose désigne depuis toujours, qu'il existe une connaissance différente de la connaissance ordinaire, une connaissance qui n'est pas intellectuelle, ou pas seulement intellectuelle, mais qui est surtout directe, qui est immédiate, qui est transformante, une connaissance qui change celui qui la reçoit, pas seulement ce qu'il sait. Les gnostiques anciens parlaient d'une étincelle divine prisonnière dans la matière, une scintilla, qui ne sait pas qu'elle est divine, qui a oublié son origine, et dont l'éveil consiste précisément dans cette reconnaissance « je viens d'ailleurs ». Je suis ici temporairement. Et ce que j'appelle ma vie ordinaire est, dans une certaine mesure, un sommeil. Domal a 14 ans, dans sa chambre des Ardennes. Et il a voulu vérifier cela. Vérifier si, sous la couche de conscience ordinaire, il y avait quelque chose. Il a failli mourir de cette vérification. Et il en est revenu avec quelque chose qu'on ne lui a jamais donné, qu'aucun livre ne lui avait enseigné, et que tous ces livres tenteront ensuite d'approcher de cercle en cercle, sans jamais le poser tout à fait sur la table. Ce quelque chose, ce que les gnostiques appellent gnosis,
ce que les bouddhistes appellent bodhi, ce que Gurdjieff appelait conscience objective, Domal, quant à lui, ne lui donnera pas de nom fixe. Et c'est peut-être là son intelligence la plus profonde. Ne pas fixer le nom. Ne pas laisser le mot renfermer ce que l'expérience a ouvert. La tradition hermétique, quant à elle, parle de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et le mot analogue est l'image la plus pure, la plus littérale que j'ai jamais rencontrée de cet axiome hermétique. La montagne est l'analogie du chemin intérieur. Son ascension est une initiation. Ces étapes correspondent aux étapes d'un travail sur soi que Domal pratiquait dans sa vie quotidienne, sous l'influence de la tradition de Gurdjieff. L'hermétisme, chez lui, n'est pas une décoration intellectuelle, c'est la structure même de son imaginaire. Et le Père Adam, cette pierre qu'on ne peut voir que si on la cherche vraiment, qui n'a pas de valeur marchande, pour qui n'en a pas besoin, qui est à la fois commune et rare, à la fois partout et à la fois introuvable, le Père Adam est l'un des symboles gnostiques les plus beaux du XXe siècle, même si Domal ne l'a pas nommé ainsi. C'est la perle précieuse de l'évangile de Thomas, c'est l'or philosophal des alchimistes, c'est la gemme cachée du soufisme de Rumi. C'est ce que tout chercheur cherche sans savoir exactement ce que c'est, et qui, une fois qu'il l'a trouvé, ou plutôt une fois qu'on cesse de le chercher pour le posséder, et qu'on se contente d'être dans sa direction, révèle qu'il était là depuis le début. Visible pour qui avait les yeux faits pour le voir. Il y a également dans la poésie du contre-ciel quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde, peut-être de manière séparée. Parce que la poésie de Domal est bel et bien une chose à part, distincte du mot analogue, distincte des essais, distincte du travail sur le sanskrit. C'est une poésie qui porte les traces de l'expérience fondatrice, cette conscience sans objet touché dans la chambre des Ardennes et qui essaie, dans la langue française, de maintenir quelque chose de cette qualité-là. Ces images ne sont pas décoratives, elles ne sont pas là non plus pour être belles, même si certaines sont d'une beauté saisissante, d'une violence même qui n'est jamais gratuite. Elles sont là pour faire quelque chose à l'intérieur du lecteur, pour créer une petite perturbation dans la façon ordinaire de percevoir, pour rappeler l'espace d'un vers que le langage peut être autre chose qu'une communication d'information, qu'il peut être un geste, qu'il peut être un acte, une tentative de toucher ce qui résiste à être touché. Tout ceci me fait penser à William Blake, à cette façon qu'il avait de construire une mythologie personnelle pour dire ce que la mythologie ordinaire ne peut plus dire. On pourrait penser aussi à Rimbaud, à cette fièvre de chercher dans le langage une sortie du langage. Mais Domal n'est ni Blake ni Rimbaud, parce qu'il est plus calme, d'une certaine façon. Il est aussi plus méthodique. Même dans l'excès, même dans la violence des images, il y a quelque chose d'organisé, de pensé, qui ne ressemble pas au délire proprement dit. On a l'impression, en lisant Le Contre-ciel, que son auteur sait exactement où il va, même quand on ne le sait pas soi-même. Qu'il y a une carte intérieure qu'il consulte et que cette carte ne sera peut-être donnée qu'à la fin, si on le suit. C'est aussi pour cela qu'il est difficile. On ne peut pas le lire en le feuilletant. Il demande qu'on s'arrête, qu'on revienne, qu'on lise une ligne plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle cède quelque chose. Et quand elle cède, eh bien elle cède vraiment. Quelque chose change à l'intérieur de vous, très légèrement. Comme lorsqu'une porte tourne sur des gonds qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. Gilbert Lecomte mourait pour sa part en décembre 1943, Domal en mai 1944. 5 mois entre ces deux morts. Dans un Paris sous occupation, dans un silence que la guerre rendait encore plus étrange, un silence d'après ou d'avant,
On ne le savait pas encore. Ils avaient commencé ensemble à 16 ans, dans ce désir partagé de voir au-delà du voile. Ils avaient emprunté des routes entièrement différentes pour s'y rendre. L'un par le gouffre et la nuit, l'autre par la méthode et le texte sanskrit, et ils finissaient dans la même période, dans la même ville, dans la même guerre, qu'ils n'avaient pas choisie, laissant derrière eux des manuscrits inachevés et des questions ouvertes. Il y a une photographie de Domal des dernières années. Il y est très maigre, le regard d'Irel, quelque chose dans les yeux qui ressemble à une attention totale. Comme si, parce que le temps se raccourcissait, chaque regard devait alors, maintenant, contenir tout ce qu'un regard peut contenir. On ne sait pas ce qu'il regardait. On sait en revanche qu'il continuait d'écrire, que le mont analogue avançait de quelques lignes par jour, sur les bons jours, que les mauvais jours, il dictait à Vera, où il se contentait de relire ce qu'il avait écrit et de faire des corrections à la marge. Il écrivait un livre sur une montagne pendant qu'il mourait. Et il montait avec ses personnages pendant que son corps descendait. Et peut-être, je dis bien peut-être, avec tout le respect que cette incertitude mérite, peut-être que ce parallèle-là n'est au fond pas une ironie du destin, mais plutôt sa logique la plus profonde. Il y a une question que je me pose parfois, en pensant à Domal, et que j'aimerais vous partager, vous poser à vous aussi, en guise d'invitation à ce que la suite de cet épisode résonne un petit peu différemment. Qu'est-ce qu'une vie inachevée ? La réponse évidente est à mon sens une vie coupée avant son terme, une œuvre amputée de ce qu'elle aurait pu être, une perte. Et c'est vrai. Domal aurait pu vivre encore 40 ans, produire encore 20 livres, finir peut-être son mont analogue et nous dire ce que Persogol avait à dire, mais il n'en a pas eu le temps. Mais il y a une autre façon de regarder cela. Et Domal lui-même, avec son goût pour le renversement, pour les contre-ciels et les analogues, nous y invite peut-être. Une vie inachevée, c'est aussi une vie qui ne s'est pas fermée sur elle-même. Une œuvre ouverte. Ouverte au sens où une blessure est ouverte, au sens où une question est ouverte, au sens où une porte est ouverte. Le mont analogue, inachevé, vient nous forcer à habiter l'inachèvement, à rester comme les personnages du livre en train de monter, à ne jamais nous installer au sommet, parce qu'il n'y en a pas, à ne jamais nous consoler d'être arrivés quelque part, parce qu'on n'arrive jamais. C'est d'une certaine façon le livre le plus juste qui soit sur ce qu'est une voie. Une voie ne mène pas à une destination. Elle est une direction maintenue. Et Domal nous a laissé la direction. Et il n'y a pas d'ambiguïté, elle est très claire. Et il nous a épargné le mirage de la destination. La montagne sans sommet. La phrase sans fin. Les deux points et le blanc. Je voudrais vous lire pour conclure quelques lignes de La connaissance par les gouffres, qui est l'un de ces textes sur les expériences de conscience qu'il avait pratiqué adolescent. Ce texte est posthume, il est rédigé à différentes périodes de sa vie et publié seulement après sa mort. Et il y écrit : « J'avais vu quelque chose, je ne savais pas ce que c'était.
Je ne suis pas sûr de le savoir encore. Mais j'avais vu que c'était. Et cette certitude-là, non pas de savoir quoi, mais de savoir que, m'a suffi pour toute une vie. Je ne suis pas tout à fait certain que cette citation soit rapportée dans sa forme exacte. Les archives de D'Aumale sont dispersées, les textes posthumes ont été composés à partir de manuscrits épars, et je ne veux pas vous donner surtout pour vérité ce qui serait une approximation. Mais l'esprit est juste, et l'esprit ici est ce qui compte, que c'était. Pas ce que c'était, la distinction est absolument infinie. D'Aumale n'a pas cherché à savoir ce qu'il y a derrière l'existence ordinaire. Il a cherché à savoir s'il y a quelque chose, et il a trouvé. Il n'a pas trouvé un système, je vous le disais aussi tout à l'heure, pas une doctrine et pas une réponse pouvant être formulée. Il a trouvé le que. Le simple fait que quelque chose soit. Et ce que, nu, sans contenu encore, sans nom, a illuminé toute sa vie et toute son œuvre. C'est de toutes les formes de gnose que j'ai rencontrées dans mon exploration, de toutes ces voies poétiques, la plus humble, et peut-être aussi la plus profonde. Non pas la connaissance du quoi, des systèmes, des cosmogonies, des hiérarchies d'anges et de sphères, mais la simple certitude du que. Il y a quelque chose. C'est suffisant. C'est même plus que suffisant. C'est un commencement qui n'a pas de fin. René D'Aumale est mort à Paris en mai 1944 dans une ville occupée, dans un monde en guerre, à 36 ans. Son Mont analogue est paru en 1952, donc à titre posthume, tel quel, avec la phrase inachevée, le blanc, les 2 points suspendus. Et on n'a pas voulu le terminer. Et on a eu raison. D'Aumale est très peu lu en France. Et c'est une injustice tranquille. Le genre d'injustice qui ne fait pas de bruit parce que personne ne la revendique vraiment. Il n'a pas la notoriété d'un André Breton, ni même la gloire posthume d'un Rimbaud, ni l'entrée au panthéon scolaire qui perpétue les noms d'une génération à l'autre. Il est connu des chercheurs, des amateurs de littérature ésotérique, de certains pratiquants de la tradition de Gurdjieff, qui reconnaissent dans son œuvre une compréhension de l'intérieur. Alejandro Jodorowsky a dit d'ailleurs que le Mont analogue avait changé sa vie. Le réalisateur, Werner Herzog, a longtemps voulu en faire un film. Projet jamais achevé. Ce qui est peut-être juste. René D'Aumale mérite des œuvres inachevées. Mais pour qui cherche ce que cherchait D'Aumale, c'est-à-dire une poésie qui ne soit pas un ornement, mais bel et bien une pratique, une langue qui touche à ce que la langue ordinaire ne peut pas toucher, une façon d'être dans les mots, comme on est dans un chemin que l'on prend pour la première fois, il est irremplaçable. Lisez le Mont analogue, si vous ne l'avez pas encore lu. Lisez le Contre-ciel, lisez la Grande Beuverie, si vous aimez l'humour noir et la précision acide. Et si vous ne deviez lire qu'une seule page de lui, n'importe laquelle, vraiment, remarquez comment chaque ligne a l'air de savoir quelque chose qu'elle ne dit pas. Et laissez cette impression travailler. Ne cherchez pas à la dissoudre en comprenant. Laissez-la simplement vous habiter, être là, comme une petite pierre que vous avez trouvée sur un chemin et que vous auriez mis
dans votre poche, sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que c'est un père Adam. Et peut-être que vous le saviez déjà. Et que vous cherchiez simplement quelqu'un pour vous le confirmer. Et peut-être que cette confirmation-là, finalement, vous appartient depuis bien plus longtemps que vous ne le croyez. C'était René Daumal. Et moi, David, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici sur Sa Voix Poétique.